Bon, on va commencer, tout tranquillement. Donc aujourd'hui, on va parler de stabilisation à domicile. Bon, c'est aussi une conf que vous allez pouvoir appliquer, en clinique, hein, évidemment. De temps en temps, on s'élargira un tout petit peu pour parler un peu de ce qui peut être fait en plus en clinique, parce que c'est toujours, intéressant et même si c'est pas des choses qu'on peut faire à domicile, de pouvoir en discuter avec les propriétaires, ça va être important, mais on va vraiment se focuser sur, les prises en charge à domicile aujourd'hui. Donc, vous avez un rôle en tant que vétérinaire, à domicile hyper important parce que vous allez être les premiers intervenants. Vous allez être les premiers professionnels de santé que les propriétaires vont voir. Donc ça va être vraiment à vous de pouvoir enfin, mettre en place cette relation de confiance entre vous et les propriétaires. Stabiliser l'animal, les propriétaires sont souvent très inquiets, répondre à leurs inquiétudes, les rassurer et ensuite de ça, beh, poser le diagnostic, mettre en place une prise en charge adaptée, informer les propriétaires et stabiliser avant de référer selon les cas. C'est pas tous les cas, hein, de domicile qui se réfèrent, mais quand c'est des cas qui ont besoin de référence, vous allez vraiment avoir ce rôle clé et important, de stabilisation pré-référence, et ça peut vraiment influencer sur le pronostic et le suivi, médical de votre patient, donc c'est extrêmement important. On va voir quelques pathologies que vous voyez souvent à domicile et qui sont souvent motifs à référence. À la fin, on parlera juste de quelques généralités. Bien évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle d'autres cas ou par exemple: «Oh moi j'ai eu ça», il y a aucun souci à la fin pour toute, cette, session de questions et d'échanges, on est là pour ça. Donc, je voulais vraiment parler des traumas parce que c'est un des cas les plus importants pour lesquels vous pouvez être appelé à domicile, parce que les propriétaires ne peuvent pas nécessairement se déplacer ou ne veulent pas ou comment dire? Ne réalisent pas nécessairement la gravité de la situation ou autre, et c'est des cas pour lesquels votre prise en charge et votre stabilisation à domicile avant référence, encore une fois, si nécessaire, est hyper importante. On s'entend que parfois il va y avoir des petits traumas où l'animal va juste être, voilà, une petite boiterie, mais sans fracture ou autre palpable, où là, vous pouvez très bien faire une gestion à la maison. Si hémodynamiquement parlant, l'animal est extrêmement stable, il y a pas nécessairement besoin de le référer, mais c'est plus pour les cas un petit peu, instables. Donc les traumatismes, encore une fois, sont extrêmement fréquents, surtout là avec, le printemps et l'été, il y a beaucoup plus, d'AVP, de para. Il peut y avoir, bon, les accidents de chasse, souvent, c'est moins à domicile, mais des morsures ou autres, des accidents, suite à des balades. Le tableau clinique va être extrêmement variable, hein. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir un animal avec vraiment aucune anomalie ou une anomalie mineure à un animal en état de choc, et ça nécessite à ce moment-là une prise en charge extrêmement rapide, une stabilisation que vous allez mettre en place, une recherche de lésions vraiment minutieuses, un plan thérapeutique qui va être, adapté au patient. Juste pour rappel, je vous l'ai mis, vous pouvez le screen ou vous pouvez, retourner dessus plus tard. C'est vraiment le tableau clinique, en tout cas le tableau avec les signes cliniques dans les cas d'état de choc puisque, on peut, hein, avoir un état de choc avec un animal, polytrauma, donc que ce soit un choc compensé, décompensé précoce ou décompensé tardif avec un petit peu toutes les différences que vous pouvez, observer. On va passer tout de suite à la prise en charge. Donc votre rôle à vous, à domicile, ça va vraiment être de stabiliser en premier lieu. Tout animal traumatisé ou tout animal en choc doit absolument être stabilisé avant de poursuivre les investigations ou autres. On suit tout d'abord le ABC, hein, voie respiratoire, respiration et circulation, pour vraiment avoir une prise en charge, minutieuse et méthodique. Donc tout d'abord au niveau des voies respiratoires, vous vous assurez qu'elles soient perméables, qu'il y ait pas d'inflammation et ou d'obstruction. Donc à domicile, vraiment, on ouvre la bouche, on tire la langue. Avec une compresse, on n'hésite pas à dégager les voies respiratoires, retirer les sécrétions. N'hésitez pas, hein, selon la tolérance des propriétaires, de demander un petit peu aussi leur aide pour, par exemple, parfois avec des animaux type, un peu brachycéphales qui peuvent faire un petit coup de chaleur et qui vont avoir, des voies respiratoires un petit peu enflées. Vous demandez au propriétaire de vraiment maintenir la gueule ouverte, la langue un petit peu tirée pour essayer vraiment de dégager les voies respiratoires. Fait que vraiment n'hésitez pas à faire participer les propriétaires s'ils sont, OK pour ça. Ensuite de ça, vous vérifiez un petit peu la respiration et le patron respiratoire parce que vous pouvez vraiment avoir plusieurs lésions lors de traumas, notamment des contusions pulmonaires, des hémothorax, pneumothorax, des hernies diaphragmatiques, des volets costaux ou autres. Faites juste bien attention si quand vous arrivez, l'animal est en état de stress et en détresse respiratoire avec une dyspnée vraie. Surtout vraiment, vous commencez par une petite injection de butorphanol pour le calmer,
Pendant ce temps-là, vous discutez avec le propriétaire, vous observez l'animal, mais on évite toute manipulation stressante sur un animal en détresse respiratoire qui pourrait le faire décompenser, plus rapidement. Et enfin, circulation, donc ça, c'est plutôt c'est des choses qu'on a déjà vues dans différentes, conférences, hein. C'est vraiment beaucoup de rappels, mais ça va être hyper important de rétablir une circulation adéquate. Si votre animal est en état de choc, généralement, dans des cas de trauma, c'est plutôt des chocs, hypovolémiques, tu as des pertes, mais vous pouvez avoir aussi des chocs, distributifs, pardon, ou obstructifs. Fait que vous n'hésitez pas au besoin, hein, pose de cathéter intraveineux, des bolus de fluide si votre animal, en a besoin, pour vraiment rétablir une hémodynamique stable chez votre patient. Alors, au niveau des différentes lésions que vous pouvez avoir et tout ça, finalement, c'est des choses que vous pouvez voir à domicile, donc ça va être important comment dire? De le diagnostiquer et on n'a pas toujours besoin d'examens complémentaires, divers et variés et compliqués pour pouvoir le mettre en évidence. Ça nous aide à le confirmer quand on a une suspicion, mais à domicile, on est un peu plus limité au niveau des examens complémentaires, donc c'est vraiment votre sens clinique qui doit être extrêmement développé, qui va vous permettre, de vous aider. Typiquement, si vous avez un animal avec un pneumothorax, vous allez avoir une dyspnée qui va être expiratoire, hein, puisque ça vient au niveau de nos voies respiratoires. Mais c'est surtout que quand vous écoutez les bruits respiratoires, vous allez vraiment voir une nette différence avec vos bruits respiratoires ventraux qui peuvent être normaux, augmentés ou avec des crépitements ou autres. Mais c'est surtout que dorsalement, vous n'allez avoir aucun bruit respiratoire. Ça va être totalement assourdi. Donc prenez vraiment, vraiment le temps, hein, face à un animal polytraumatisé de faire une bonne auscultation, puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous aider. C'est sûr que vous allez pas avoir des radios ou autres comme en clinique, qui peuvent un petit peu, qui peuvent être des petits coups de pouce donc votre sens clinique, et votre examen physique doit être extrêmement rigoureux. Si par exemple, vous avez la chance d'avoir un échographe à domicile, vous pouvez l'utiliser. Généralement, les pneumothorax, ça se met en évidence par une absence de blind side, de signe du glissement. Donc on se souvient, les plèvres, normalement, elles glissent l'une sur l'autre. Quand elles glissent, au niveau de votre échographie, ici, là, la petite ligne blanche hyper échogène qui représente les plèvres. Si les plèvres glissent l'une contre l'autre, on va avoir un petit fourmillement. Quand on a de l'air qui se met entre les 2 plèvres, vous allez voir que cette, image-là, elle va rester, statique et il n'y aura plus le petit fourmillement. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre comme lésion? Ben, un hémothorax comme on l'a vu, donc à la fois encore une dyspnée expiratoire, puis là, inversement, c'est vos bruits respiratoires ventraux qui vont être assourdis. Si vous avez la chance d'avoir un échographe, vous pouvez mettre en évidence de l'épanchement pleural. Les contusions pulmonaires, c'est à la fois encore une dyspnée expiratoire, puisque c'est une lésion vraiment au niveau du parenchyme pulmonaire. Et là, vous allez avoir énormément de crépitements à l'auscultation. Si vous avez un échographe, vous allez voir la présence de ligne B. Au niveau des hernies diaphragmatiques, bon, c'est des dyspnées qui sont le plus souvent expiratoires, mais vraiment, discordantes. C'est des respirations assez, classiques. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez encore, mettre en évidence à votre, examen, physique, puis bon, tout ce qui est volet costal, tamponnade cardiaque et autres. Juste pour rappel, donc ici, vous allez avoir à votre échographie, pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude, donc on le rappelle, ici la plèvre, la ligne hyperéchogène en haut, ligne noire, le signe du crocodile, c'est vos côtes, donc c'est normal qu'il n'y ait comment dire, aucun rayon qui passe. Et ici, là, les lignes B, ça va être vraiment ces petits, rayons de soleil, verticaux. L'épanchement, donc c'est un liquide anéchogène. Ici, on peut voir un morceau de poumon qui flotte dans de l'épanchement pleural. De l'épanchement péricardique, bon, bah, c'est, vraiment un épanchement qui va être localisé, et vraiment défini, hein, par le péricarde. Là où un épanchement, pleural va être assez, libre, l'épanchement péricardique, il faut vraiment que vous puissiez le définir, autour du cœur. Et le volet costal, donc c'est, suite notamment, par exemple, à des morsures, souvent, ou des chiens qui vont être, mordus et secoués, vous allez avoir des fractures de côte et donc ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir du coup cette respiration un petit peu en 2 phases, et asynchrone, qui est assez typique d'un volet costal. Donc ça, c'est des choses que vraiment oh pardon, vous pouvez mettre en évidence à domicile. Ce qui va être également très, très important, c'est de vérifier vos organes abdominaux. Alors encore une fois, hein, si vous avez un échographe, c'est extrêmement facile, ça vous aide, vous faites une petite échographie et vous regardez si vous avez présence d'effusion abdominale ou non. Mais encore une fois, votre sens clinique va aussi vous donner la réponse parce que si vous avez de l'épanchement, alors
Je suis d'accord qu'il faut quand même qu'ils soient en quantité significative, hein. Une fine lame d'épanchement, vous n'allez pas nécessairement le sentir à votre palpation abdominale, mais vous pouvez mettre en évidence un signe du flot à la palpation abdominale qui pourrait vraiment vous indiquer la présence d'épanchement abdominal dans un contexte de trauma, principalement en hémo-abdos ou en uro-abdos. Donc encore une fois, c'est votre sens clinique et votre examen qui va pouvoir vous donner les réponses. On continue l'évaluation de notre patient. On va faire une évaluation neurologique, assez, minutieuse, notamment la recherche de trauma crânien. Donc, vous pouvez, hein, mettre en évidence une éventuelle hypertension intracrânienne et la triade de Cushing. Donc pour rappel, souvent c'est une hypertension systémique qu'en effet vous ne pouvez pas mettre en évidence, c'est des ça se mesure au Doppler. Par contre, vous allez avoir une bradycardie réflexe, ça vous pouvez l'observer et un état mental altéré. Donc si vous avez vraiment un état mental altéré avec une bradycardie sur un animal traumatisé, vous pouvez suspecter une hypertension intracrânienne et la prendre en charge. On n'oublie pas d'évaluer tous les nerfs crâniens, les pupilles, tout. Bon, le score de Glasgow, ça c'est, plus en clinique, désolée, j'aurais dû le supprimer, c'est moins quelque chose qu'on va prendre le temps de faire à domicile et on finit notre examen physique avec, tous les, réactions de posture et autres. Vous allez également faire un examen, de votre appareil locomoteur, donc que ce soit un examen à distance ou rapproché, palper toutes les articulations, les os, le dos, la queue, le cou pour rechercher d'éventuelles luxations, contusions et ou fractures, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Et vous allez également faire un examen minutieux, du tégument pour rechercher des plaies sur l'ensemble du corps, mais également on n'oublie pas, hein, la bouche avec la fente palatine et les prendre en charge au besoin. Au niveau des examens complémentaires donc que vous avez à disposition, bon en dernier là l'échographie passe et si vous êtes équipé d'un échographe, donc vous n'hésitez pas à l'utiliser pour rechercher des lésions thoraciques et ou abdominales. Au niveau des examens sanguins, vous pouvez vraiment utiliser donc tous les examens dont vous avez à disposition. Vous pouvez vraiment utiliser donc vous pouvez faire, la glycémie, vous pouvez avoir des hyperglycémies en cas de stress, en cas de trauma crânien, vous pouvez avoir des hyperglycémies qui sont souvent, facteurs pronostiques négatifs, donc c'est important de les mettre en évidence. Hem, vous pouvez également, avoir des hypoglycémies si on a une consommation importante et c'est important de la mettre en évidence parce qu'il va falloir l'adresser, hein, avant de référer, le patient. Vous pouvez également utiliser donc vos lactates qui vont être souvent reflets de l'hypoxie cellulaire. Donc si vous avez un animal en état de choc avec des lactates augmentés et que vous avez d'autres signes d'hypovolémie, n'hésitez vraiment pas à mettre en place un petit cathéter et perfuser votre animal et répéter votre mesure de lactate. Vous pouvez également donc utiliser votre hématocrite. Elle est importante notamment en cas de saignement important dans des cas de trauma. Faites attention, il y a une petite splénocontraction chez les chiens, donc la baisse d'hématocrite peut être un petit peu retardée. Et vous pouvez avoir une hématocrite totalement, normale. Et enfin la créatinine qui peut être augmentée en cas de choc hypovolémique et d'hypoperfusion. Fait que vos 5 petits, tests sanguins que vous avez à domicile vont vraiment pouvoir vous donner un petit peu des petits indices et vous aider, donc hésitez pas à les utiliser. Maintenant, comment on prend en charge ces patients-là? Comment on les stabilise donc avant de les transférer éventuellement en clinique? Donc tout d'abord, on prend en charge tout d'abord après avoir, stabilisé les voies respiratoires, la circulation, prochaine étape, c'est vraiment de gérer la douleur. Utiliser donc en préférence des opioïdes, la première ligne. Vous avez souvent à disposition à domicile buprenorphine ou méthadone. Si c'est un animal que vous savez que vous allez référer, utilisez préférentiellement la méthadone. Si votre animal est vraiment douloureux et que ça le justifie, hein. Parce qu'à domicile, on a toujours une tendance à dire: «Bah, la buprenorphine est très bien parce qu'elle va durer 8 heures, elle a une durée d'action plus longue, donc ça va couvrir un petit peu plus pour la nuit, pour que l'animal soit confortable plus longtemps avant le relais du vétérinaire traitant» et c'est parfait, c'est très bien. Il y a beaucoup de douleurs qui peuvent en effet se gérer avec de la buprenorphine et dont la méthadone n'est pas nécessairement nécessaire. Quand vous avez un animal traumatisé, souvent c'est des animaux qui sont quand même pas mal inconfortables et si vous savez que vous le référez, il va avoir l'analgésie va ensuite être prise en charge. Donc les traumas, les fractures et autres, hésitez vraiment pas à utiliser de la méthadone 0,2 à 0,3 mg/kg parce que de toute façon, à la clinique, on va pouvoir poursuivre l'analgésie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si avec ça, votre animal est toujours douloureux, vous pouvez utiliser de la kétamine aussi, avant le transfert. Il y a aucun souci avec ça. Bon,
Ça, c'est des choses que vous pouvez faire à domicile, mais si on se sent pas à l'aise, il y a pas de souci. Il y a je sais qu'il y a certains vétérinaires qui ont déjà fait des péricardiosynthèses ou autres à domicile. Hem, Si vous êtes sûr, donc si à votre examen physique, vous êtes sûr de vous, vous mettez en évidence un pneumothorax, hésitez pas à le sédater, hein, pardon, à le ponctionner. Généralement, on fait ça sous sédation. Mmh, Plus souvent qu'autrement, du butorphanol seul est amplement suffisant. Vous prenez un petit papillon, c'est une toute petite aiguille, vous piquez dorsalement, vraiment, vous allez codo-dorsalement, vous faites une mini tonte, un petit scrub et vous piquez. Dans tous les cas, quand bien même il y aurait pas de vrai pneumothorax, avec les petites aiguilles du papillon, enfin des EpiJet, vous allez pas faire de grosses lésions, hein, donc vraiment si vous êtes presque sûr, heu, faites-le. Honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être sûr à 100 pour faire, une thoracosynthèse. Puis encore une fois, s'il y a pas de pneumothorax, il y aura pas d'air, mais vous allez pas faire de lésions avec votre EpiJet. Donc vraiment, n'ayez pas peur de faire ça et encore comme je vous dis, souvent le butorphanol est suffisant. Si c'est pas suffisant, vous pouvez utiliser éventuellement un tout petit peu de propofol. Je sais que le propofol à domicile fait un petit peu peur à cause des apnées, donc vous utilisez des toutes petites doses, 0,5 à 1 milligramme kilo par exemple. Donc ça fait, 0,05 à 0,1 ml par kilo au besoin. Sinon, vous pouvez utiliser du midazolam butorphanol. Midazolam, ça marche très bien, c'est amplement suffisant. De la même façon, pour un hémothorax, si vous êtes, sûr de vous et qu'il y a un épanchement pleural, vraiment n'hésitez pas à le ponctionner. Les contusions pulmonaires, il y a pas grand-chose à faire à part, stabiliser tout ce qui va être cardiovasculaire et ensuite le référer avec un petit peu d'oxygénothérapie. Hernie polycostale et tamponade cardiaque, c'est pareil. Donc comme je disais, je sais qu'il y a certains vétérinaires qui font des péricardiosynthèses à domicile. On pourra en reparler plus tard si vous voulez, si vous vous sentez à l'aise ou vous pouvez éventuellement. Je recommande que ce soit fait en clinique pour ma part, mais si c'est une question de vie ou de mort, que votre animal est en état de choc sévère et qu'il lui faut sa péricardiosynthèse maintenant, allez-y. Hem, pour la suite des prises en charge, donc si vous avez un hémo-abdomen que vous mettez en évidence, bon, bah, c'est ce qu'on a déjà dit, hein, vraiment n'hésitez pas à boluser votre patient pour pallier à l'hypovolémie. Vous pouvez également donner de l'acide tranexamique, donc de l'Hexacil, 20 à 30 milligrammes kilo IV lent. Généralement, j'aime beaucoup donner un peu de Cerenia 10 minutes avant. Je donne mon Cerenia, j'attends 10 minutes et je donne mon acide tranexamique pour pas faire vomir les petits patients et ensuite, bah, référence pour stabilisation en hospitalisation. Juste un petit rappel pour, culture personnelle, plus souvent qu'autrement, la chirurgie est pas nécessaire pour les hémo-abdomens traumatiques. C'est souvent des hémo-abdomens qui finissent par se stabiliser. C'est pas à 100, il y en a certains qui ont quand même besoin de leur chirurgie, mais plus souvent qu'autrement, la chirurgie est pas nécessaire. Ensuite, les traitements de stabilisation que vous pouvez mettre en place à la maison en cas de lésion neurologique. Si vous suspectez une hypertension intracrânienne, dans un cas de trauma crânien, n'hésitez pas à utiliser de la saline hypertonique. Donc le NaCl à 7,5. Vous pouvez donner 3 à 5 ml par kilo en nivellant sur 10 à 15 minutes, ça va vraiment aider. Encore une fois, si vous n'êtes pas très sûr de vous, que vous suspectez une hypertension intracrânienne, mais vous avez pas une certitude à 100, c'est complètement OK de donner un bolus de saline hypertonique, hein, un seul à 3 ml kilo. Il y a peu de chances que vous soyez délétère. Donc vraiment, faites-le, il y a vraiment aucun souci. J'ai mis le mannitol, je ne sais pas si vous avez du mannitol à domicile, c'est possible, mais ça cristallise tellement vite que je suis pas certaine, je vous l'ai mis juste pour Non, information. Non, on ouais, n'a c'est pas de ça, il y a pas de mannitol, juste de l'hypersaline. ouais, ouais, parfait. Donc vous utilisez l'hypertonique, c'est, très, très bien. De toute façon, moi, j'utilise jamais le mannitol, même en clinique. Je préfère la saline hypertonique, donc vous hésitez pas à l'utiliser. Donc anti-nausée, parce qu'on veut pas que ces animaux-là vomissent, sinon ça va encore plus augmenter la pression intracrânienne. Analgésie, comme on a parlé, vous hésitez pas à mettre une antibiothérapie en cas de plaie ou autre et ensuite on transfère pour une surveillance clinique. Si vous avez des lésions au niveau de votre appareil locomoteur, c'est toujours mieux de stabiliser avant transport si possible. Ça va rendre votre animal beaucoup plus confortable parce que dans la caisse de transport avec les secousses et autres, ça risque d'être juste beaucoup plus inconfortable pour lui. Donc si vous pouvez, faites un petit Robert Jones à la maison. Si vous avez des attelles, faites avec une attelle, hein, c'est toujours mieux. Ça va encore plus se stabiliser. Et si la fracture elle est ouverte, évidemment, hein, vous n'oubliez pas de tondre, flusher et une antibiothérapie, oups, pardon, au besoin. Est-ce que c'est utile de mettre des anti-inflammatoires tout de suite lors de la visite à domicile? Ça dépend. Si votre patient est cardiovasculairement très stable, par exemple, c'est un trauma où vraiment juste l'animal a une fracture, mais tout le reste à côté est OK, vous pouvez et votre créatinine est permissive évidemment, vous pouvez en mettre. Voilà, c'est pas systématique, hein, c'est vraiment si votre animal est cardiovasculairement stable.
Et pour les lésions cutanées, bah, ça vous avez l'habitude, hein, c'est la prise en charge classique, analgésie sédation si le patient le permet, tonde, flush, suture ou non, antibiothérapie, analgésie et IANS au besoin. Juste un petit rappel, si vous avez besoin d'utiliser des antibiotiques et que c'est un patient que vous référez, on en reparlera un petit peu plus loin, évitez si possible le Chotapen, préférez des antibiotiques, type, Sinulox ou pas d'antibiotiques du tout parce qu'on va pouvoir utiliser, de l'amoxicilline hyaluronique par voie intraveineuse à l'arrivée en clinique. Mais à choisir vraiment, je préfère que vous utilisiez du Sinulox ou du Clavobé, plutôt que du Chotapen qui va être un petit peu moins efficace à mon sens et qui va un peu plus, heu, ouais non, pas de Chotapen. Donc voilà pour les traumas. Donc vraiment, c'est hyper important parce que quand vous êtes appelé sur un trauma à domicile, ça le tableau clinique peut être tellement large, l'éventail de lésions est tellement large que vous avez vraiment une mission hyper importante d'être les premiers intervenants, de faire un petit peu un état des lieux, de voir les lésions, rassurer, discuter avec les propriétaires, puis stabiliser l'animal et le référer. Encore une fois, c'est si votre patient a besoin d'être référé. Si on est face à un animal qui est extrêmement stable, Hem, même par exemple qui a juste une fracture et dont les gens peuvent absolument pas se déplacer, c'est complètement OK de faire un Robert Jones à la maison. On dit aux gens de laisser l'animal au calme, éventuellement dans la salle de bain ou une petite pièce pour éviter qu'il se déplace de trop et qu'il se blesse et le lendemain matin, il va chez son vétérinaire et c'est complètement OK. Par contre, si votre animal est en état de choc, ou qu'il y a une dyspnée sévère, ou qu'il y a un épanchement abdos ou qu'il est complètement neuro, là oui, il faut absolument le référer. Mais si votre patient est très, très stable, c'est complètement OK de ne pas les référer. On ne réfère pas nécessairement tous les traumas. Donc c'est vraiment selon votre évaluation et l'état clinique de votre patient. Deuxième petit cas que vous avez souvent à domicile et qui peut vous être amené à être référé, c'est les obstructions urinaires. Donc on va passer assez rapidement au travers de tout ça ensemble. On va pas reparler des obstructions urinaires, en détail, hein. Vous connaissez que ce soit, les facteurs de risque, l'étiologie, la prise en charge et compagnie. Nous, on va juste un peu plus, savoir ce qu'on peut faire à domicile pour stabiliser des obstructions urinaires. Bon, si votre animal est stable, vous avez 2 options. C'est soit vous levez l'obstruction à domicile, soit vous ne levez pas l'obstruction à domicile. Ça dépend de si vous êtes à l'aise ou non. Ça dépend aussi des consignes des vétérinaires référents. Certains ne veulent pas nécessairement qu'il y ait de sondage urinaire à domicile, d'autres oui. Donc si vous levez l'obstruction à domicile sur un animal très stable, bon bah, voilà, il y a pas grand-chose que je peux vous dire, heu, autre que personnellement, à mon sens, mais c'est un avis qui est extrêmement personnel, on partage pas nécessairement tous le même. J'estime que toutes les obstructions urinaires, même si vous avez levé l'obstruction à domicile, devraient être référées en clinique. Parce que s'il y a une diurèse post-obstructive, ça vous permet de la mettre en évidence, d'hydrater correctement le patient et d'éviter une éventuelle insuffisance rénale. Maintenant, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui veulent pas, qui ne peuvent pas et donc bon, bah, c'est complètement OK de le laisser, la nuit à la maison, mais il faut absolument qu'ils aillent chez leur véto le lendemain, pardon. Si par contre vous ne levez pas l'obstruction à domicile, bon, bah, là, c'est important de dire aux gens qu'il faut absolument être, référés, hein. On peut pas les laisser, la nuit avec leur obstruction urinaire. Ce qui va être très important, s'il vous plaît, c'est de mettre au moins de l'analgésie pré-transfert à votre patient. Idéalement, comme on le disait tout à l'heure, j'ai une préférence pour la méthadone. Tant que l'obstruction n'est pas levée, c'est des conditions qui sont extrêmement inconfortables et de toute façon, en clinique, 4 heures après, on va pouvoir prendre un relais analgésique. Donc méthadone 0,2 à 0,3 mg/kg, midazolam, ça peut vraiment leur faire du bien pour le transport, une petite relaxation musculaire. Je l'ai pas mis, mais si vous voulez mettre du Spasfon, c'est complètement OK, 0,06 ml par kilo. Mais voilà, à minima, vraiment une analgésie pré-transfert. C'est déjà arrivé, hein, qu'on ait des références de SUF où il y a eu aucun traitement finalement, au moins enfin, c'est même pas au moins, c'est de l'analgésie, avant transfert, c'est vraiment parfait et du Spasfon, si vous le désirez, c'est absolument, parfait aussi. Si vous le cathéter intraveineux, si vous voulez le mettre à domicile, vous pouvez, mais si vous le mettez pas, il y a aucun souci, hein, mais vraiment, vraiment un petit peu d'analgésie pour qu'il soit confortable le temps d'arriver et ce qui va être aussi extrêmement important, votre rôle en tant que vétérinaire à domicile, ça va être d'informer les propriétaires sur la pathologie, ce dont l'animal va avoir besoin. Donc on lève l'obstruction, ce qui va se passer en clinique et juste, vous pouvez pas nécessairement avoir une idée précise des coûts, mais juste globalement. Parce que ça aussi, c'est déjà arrivé, hein, des propriétaires qui sont référés pour une obstruction qui finalement en clinique, étaient pas du tout préparés à la prise en charge, à l'hospitalisation, aux coûts engendrés et finalement on se retrouve à devoir,
soit faire un sondage flash, soit devoir, c'est déjà arrivé, euthanasier un patient. L'information propriétaire et le discours au propriétaire est extrêmement important, et c'est à vous de l'initier. Si votre animal est instable, donc que signifie instable dans un cas d'obstruction urinaire? Ça va être le plus souvent lié à, l'azotémie, l'insuffisance rénale qui va être, secondaire à votre obstruction, donc une insuffisance rénale, post-rénale, mais et surtout ça va être des animaux qui vont être en état de choc avec des bradycardies importantes qui sont le reflet d'une hyperkaliémie. Donc évidemment, on ne peut pas doser le potassium à domicile. Vous ne pourrez pas avoir de valeur de votre potassium à domicile. Mais si vous arrivez à domicile sur un animal en état de choc, décubitus latéral, avec une énorme vessie, un petit peu hypotherme et bradycarde, dites-vous qu'il y a une hyperkaliémie, hein. On n'a pas besoin on n'a pas besoin comment dire, de la numériser, d'avoir une valeur précise. Vous dites: «Non, là, l'animal, il a 100 de fréquence cardiaque, je suis sûr de moi, il y a une hyperkaliémie» ou «Je suis presque sûr de moi, il y a une hyperkaliémie». On la prend en charge. Et comment on la prend en charge? C'est pose de cathéter intraveineux. Vous pouvez éventuellement donner donc un peu de méthadone, parce que c'est des animaux qui sont extrêmement confortables et du midazolam. On y va tranquille, hein, avec, l'analgésie, la sédation. C'est un animal qui est instable, donc on fait attention et on gère notre hypercalémie. Et à domicile, vous allez voir, vous pouvez faire beaucoup de choses pour gérer l'hypercalémie. Tout d'abord, donner du gluconate de calcium. Le gluconate de calcium ne va pas avoir d'effet sur le contrôle de la kaliémie, hein, ça ne va pas faire diminuer votre potassium, mais ça va protéger votre cœur. On se souvient, l'hypercalémie, ça va, agir donc au niveau de vos potentiels, d'action, vos potentiels de membrane et autres et causer des arythmies importantes. Votre gluconate de calcium va être cardioprotecteur par augmentation de votre seuil de potentiel d'action, donc ça, donnez-le à domicile. Idéalement, oui, ça se donne sur contrôle ECG quand on est en clinique, quand on a tout à disposition. À domicile, donnez-le quand même. Vous donnez 0,5 à 1 ml kilo sur 10 minutes. Vous donnez ça tranquillement. Si vous voulez le donner sur 20 minutes pour être un petit peu plus sûr, c'est complètement OK. Et n'hésitez pas à vérifier la fréquence cardiaque de votre patient au stéthoscope. Si vous avez l'impression que la bradycardie s'aggrave, alors vous arrêtez. D'accord? Parce que oui, le gluconate de calcium peut être bradycardisant. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. C'est pour ça que généralement on le fait sous contrôle ECG. Donc, donnez-le à domicile et vérifiez la fréquence cardiaque de votre patient au stéthoscope. Si vous avez l'impression que la fréquence cardiaque, ou que la bradycardie s'aggrave, juste vous arrêtez le gluconate de calcium. Encore une fois, je veux pas que ça vous fasse peur et que ça vous empêche de le donner parce que c'est quelque chose qui est quand même peu fréquent. C'est juste que ça arrive, donc il faut que vous soyez au courant et que vous mettiez en place la surveillance nécessaire. Mais vraiment, donner du gluconate de calcium, ça va vraiment protéger votre petit cœur et vous permettre de référer le patient de manière la plus sécuritaire possible et lui donner toutes les chances. Et généralement, pour gérer l'hyperkaliémie, alors dépendamment de son niveau, quand c'est une hyperkaliémie modérée, on peut utiliser le dextrose seul. Quand c'est une hyperkaliémie sévère, on utilise généralement un protocole insuline-dextrose. On n'a pas d'insuline à domicile, mais on a du dextrose. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière très très facile. On donne un petit bolus. Donc, alors le G5, c'est à proscrire, hein. On n'utilise vraiment pas du G5, c'est un fluide qui est complètement hypotonique. On le laisse complètement de côté. Par contre, vous pouvez prendre du dextrose 30, donc le G30, et vous donner 1 gramme par kilo dilué 1 dans 2 dans de la saline ou dans du Ringer lactate, sur 10 à 15 minutes à votre patient. Juste un petit tips, 1 gramme par kilo avec du G30, ça représente à peu près 3,3 ml par kilo. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à domicile si vous avez un patient un chat bradycarde dans un contexte d'obstruction urinaire. Hésitez vraiment, vraiment pas. Vous n'allez pas être délétère avec un bolus de glucose. Au pire, ça va faire une petite hyperglycémie qui va être extrêmement transitoire, si votre dans le sens où si votre patient n'en avait pas besoin. Ça va faire une petite hyperglycémie qui va être transitoire, qui va de toute façon être gérée, donc pas d'inquiétude. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à le faire à domicile, parce que ça aussi, ça peut vraiment sauver votre patient. Est-ce qu'on fait une cystosynthèse décompressive? Il y a beaucoup de controverses. Les avantages, c'est que ça va diminuer assez rapidement votre pression vésicale. Ça va permettre, un rétablissement un peu plus rapide de votre taux de filtration glomérulaire. Bon, ça vous permet un prélèvement d'urine stérile, mais bon, ça, c'est un peu secondaire et ça va diminuer la pression et rendre votre sondage plus facile. Les inconvénients, c'est que vous pouvez avoir un risque de rupture vésicale. Par contre, il y a une étude, qui a été publiée en 2014 qui montrait que finalement, une cytosynthèse décompressive, si elle était suivie enfin, dans des cas d'obstruction, heu, urétrale qui étaient faites avant la mise en place d'un cathéter, ne
hem, ne n'augmentez pas le risque de rupture de vésicale. Donc vraiment, si vous êtes à l'aise ou en tout cas si vous voulez le faire à domicile, bien souvent, vous n'avez pas besoin d'échographe, hein, juste à la vous tenez votre vessie, vous plantez l'aiguille, vous êtes capable de vidanger votre vessie, vous pouvez le faire. Et le cathétérisme urinaire, alors si votre animal est amorphe, et que votre sondage est possible entre guillemets «juste» avec méthadone et midazolam, oui, faites-le. Si par contre il est quand même un petit peu, gigotant et qu'il aurait besoin d'une sédation plus profonde et ou d'une anesthésie, je recommande de ne pas faire le sondage, de le référer pour que en clinique on puisse, vérifier son potassium, éventuellement faire un ECG, poursuivre un petit peu les mesures de stabilisation avant d'envisager de l'anesthésier pour son sondage. Vraiment sédater un animal, en tout cas anesthésier un animal instable, hypercalémique, c'est prendre tous les risques d'un décès péranesthésique. Donc, si vous avez besoin de plus que, confortant, enfin méthadone, midazolam, ne mon avis, c'est de ne pas le sonder. Et je fais juste un petit rappel, on sort un petit peu du sujet, mais pour les cathéters urinaires, j'en avais déjà parlé sur la conf des obstructions urinaires. Donc vous, à domicile, les cathéters que vous avez, c'est des, cathéters en polyvinyle. Vous avez 2 tailles, vous avez les 3,5 et les 5. Donc les 3,5 French, ça va être les roses et les verts vont être des 5 French. Idéalement, alors je sais que parfois avec les roses, c'est un petit peu pénible parce qu'ils vont, sur des grands, grands chats, ça peut être un petit peu difficile de vraiment atteindre la vessie, mais dans la plus grande majorité des cas, vraiment, vous pouvez utiliser un rose sans souci. Il y a vraiment des études qui ont montré que les taux de récidive d'obstruction urinaire étaient beaucoup plus importantes avec des cathéters de 5 French, donc avec des cathéters verts. Vous avez presque 20 des chats qui vont récidiver avec un cathéter 5 French, pardon, versus 6,7 des chats avec un cathéter 3,5 French. Donc s'il vous plaît, essayez d'utiliser des roses, le plus souvent, ça ne sert à rien d'utiliser un vert. Vraiment, ça va être, beaucoup plus irritant et ça va créer beaucoup plus de récidives. Donc voilà, si vous pouvez utiliser un rose, c'est mieux. Voilà pour les obstructions urinaires. Donc vraiment encore une fois, si votre animal, est très, très stable, pas grand chose à faire, de l'analgésie et on transfère. Par contre, sur un animal instable, n'hésitez surtout pas à utiliser votre gluconate de calcium et votre glucose, avant, de le référer parce que ça peut vraiment, vraiment sauver, vos petits patients. Ça va commencer à diminuer leur potassium, puis ça va vraiment leur faire du bien. On va parler, maintenant des, c'est presque fini, des atteintes respiratoires. J'ai vraiment juste choisi quelques conditions que vous voyez, à domicile et qui sont fréquemment référées. On va parler des atteintes respiratoires, ça va être assez, rapide. On a déjà parlé un petit peu de tout ce qui était l'atteinte respi, traumatique, hein, pneumothorax et compagnie. Là, on va parler des atteintes respiratoires qui sont plus des conditions médicales que vous voyez souvent à domicile. Pour rappel, on l'a déjà dit, mais vraiment avant toute manipulation, vous laissez l'animal au calme, vous pouvez lui donner une sédation légère, pardon, notamment avec du butorphanol et un petit peu d'oxygène si l'animal le tolère. Si ça génère un stress trop important, on oublie et pendant que l'animal se calme, vous commencez à mener l'enquête en prenant l'anamnèse la plus précise possible parce que c'est souvent ça qui va vous mettre un petit peu sur la piste et qui va vous aider à votre diagnostic. On va avoir juste 3 pathologies que vous voyez, assez souvent à domicile. L'œdème pulmonaire d'origine cardiogénique, le collapse trachéal, l'épanchement et on verra ensuite un petit peu tout ce qui est atteinte pulmonaire autre. L'œdème pulmonaire cardiogénique, vous allez en voir souvent, juste avec votre anamnèse, vous allez pouvoir, avoir une suspicion clinique importante, notamment c'est des races à risque, s'il y a des antécédents de maladies cardiaques et des signes chroniques. Fait que, pour rappel, les races à risque chez les chiens, ça va surtout être les petits chiens, les Cavalier King Charles, les Chihuahuas et autres. Bon, s'il y a des antécédents de maladies cardiaques, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile et les signes chroniques, c'est tout ce qui va être, un animal qui est un petit peu plus, fatigué, qui a une intolérance à l'effort, qui peut avoir une petite toux. Tout ça, c'est des signes qui peuvent être, en lien avec un œdème pulmonaire cardiogénique. Donc si votre anamnèse vous permet de le suspecter, votre examen clinique va beaucoup vous aider à renforcer votre suspicion clinique. Vous allez souvent avoir des animaux donc ben, souvent, oui, avec une dyspnée expiratoire encore une fois, hein, parce qu'on parle d'une pathologie de notre parenchyme pulmonaire. Vous pouvez, entendre et vous allez entendre s'ils sont en phase de décompensation de leur œdème pulmonaire, des crépitements à l'auscultation. Plus ou moins des anomalies cardiaques, hein. C'est pas toujours, surtout les chats, c'est pas tous les chats qui ont un souffle. Jusqu'à 40 des chats, avec des maladies cardiaques ne vont pas présenter de souffle. Fait que juste vous fiez pas à l'absence de souffle et souvent, c'est des animaux qui vont avoir une légère hypothermie parce qu'ils ont une circulation qui est altérée à cause de la maladie cardiaque. Dans ces cas-là,
avant de référer le patient, vous pouvez utiliser du butorphanol donc pour calmer l'animal et du furosémide. Pour rappel, le furosémide, c'est 1 à 2 mg kilo IV ou IM. Généralement, on évite de dépasser 6 à 8 mg kilo sur 24 heures. Donc la dose, entre guillemets, à l'admission, quand vous le voyez, 1 à 2 mg kilo, c'est largement suffisant et soyez vraiment vigilants, encore plus chez des chats, qui ont la particularité de pouvoir faire des syndromes cardio-rénaux. Si à domicile, vous donnez 6 mg kilo sans nécessairement avoir, de comment dire? De ah! De visuel sur la fonction rénale, vous pouvez être délétère. Alors oui, vous pouvez utiliser vos lecteurs de créatinine portable. Voilà, on a déjà eu quelques petits soucis de entre guillemets «de fiabilité». Donc voilà, vraiment pour rappel, le furosémide 1 à 2 milligrammes kilo, les 4, 5 ou 6 milligrammes kilo, c'est pas utile et en plus ça bloque complètement pour la suite parce qu'on ne peut plus en donner, pour les 24 prochaines heures. Ensuite de ça, vous allez souvent voir il y a pas besoin d'autres traitements vraiment, et généralement, voilà, quand vous l'œdème pulmonaire cardiogénique, il se «suspecte» entre guillemets quand même assez facilement. Autre petite pathologie respiratoire que vous allez souvent avoir à domicile, c'est le collapse trachéal. Donc là encore, vous avez les races à risque, hein, tout ce qui est, bah, encore une fois, toutes les petites races, les Yorkshire et autres, avec encore une fois des signes chroniques et notamment une toux, mais qui est assez caractéristique, hein. C'est une toux klaxonnante. En anglais, ils utilisent le terme goose, c'est une toux un peu d'oie. C'est assez caractéristique quand même comme toux. Et cette fois-ci, à votre examen, vous allez avoir un animal qui va présenter une dyspnée inspiratoire le plus souvent. On peut avoir une composante mixte avec une expiratoire si vous avez un collapse bronchique associé, mais plus souvent, c'est vraiment des dyspnées inspiratoires. Quand vous avez un collapse trachéal, donc encore une fois le butorphanol, à la fois pour l'effet antitussif et sédatif et calmer un petit peu l'animal. Et cette fois-ci, vous pouvez utiliser vos corticoïdes si vous avez vraiment une suspicion forte de collapse trachéal. Donc on utilise la dexaméthasone hein, à dose anti-inflammatoire, 0,05 mg kilo, ça suffit. Pas besoin de donner des doses anti-immunosuppressives, ça ne sert à rien. Donc juste la dose anti-inflammatoire et c'est amplement suffisant. Si maintenant vous suspectez un épanchement pleural, alors on va le suspecter alors là, l'anamnèse, ça va être vraiment variable selon la cause. Vous allez le suspecter donc ça va être, surtout chez des vieux chats, sur lesquels vous pouvez suspecter soit donc une pathologie cardiaque ou quelque chose de néoplasique. Si par exemple, il y a une perte de poids chronique associée. Sur des jeunes chats, ça peut être une PIF ou un pyothorax. Donc là, faites une anamnèse complète, ça va pouvoir commencer à vous donner de l'information. Vous allez à nouveau avoir une dyspnée expiratoire, mais cette fois-ci, votre animal va aussi présenter une discordance, hein. Là, une respiration «d'épanchement» entre guillemets, c'est quand même assez caractéristique. On peut quand même la suspecter assez facilement juste avec le patron respiratoire de l'animal et encore une fois, comme on l'avait dit précédemment, vous allez avoir des bruits respiratoires qui vont être assourdis ventralement. Donc cette fois-ci, on donne du butorphanol et si vous êtes à l'aise à domicile, vous pouvez faire une petite thoracosynthèse, encore une fois, hein, sur un chat avec un EpiJet. N'hésitez pas, vous allez pas piquer votre cœur, vous allez pas transpercer le cœur, donc vraiment, hésitez pas à faire une petite thoracosynthèse si vous avez un doute parce que si c'est le cas, ça va vraiment soulager votre animal. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est complètement OK, hein, butorphanol, transfert en clinique, puis il y aura la thoracosynthèse en clinique, c'est complètement OK. Et maintenant, si vous avez une atteinte pulmonaire autre, c'est-à-dire que vous arrivez sur un animal qui a une détresse respiratoire et là, vous vous dites: Non, c'est pas cardiaque, ça colle pas, les signes cliniques collent pas, l'anamnèse colle pas, je pense pas que ce soit un collapse, ça colle pas du tout, j'ai pas l'impression que ce soit de l'épanchement, je sais pas ce qui se passe». C'est complètement OK, ça arrive, hein. Il y a des animaux qui vont avoir une dyspnée à cause, d'une pneumonie par respiration, d'une angiostrongyllose, d'infiltration néoplasique. Il y a beaucoup d'autres causes d'atteinte pulmonaire et c'est complètement OK de se dire: «Je ne sais pas». Hem, à ce moment-là, si vous ne savez pas et que vous référez le patient, c'est mieux de ne pas faire de traitement. Vous donnez du butorphanol pour les calmer, pour les stabiliser, mais évitez de donner ça arrive, hein, qu'on voit furocortico, antibio avant transfert, évitez. Parce que si vous ne savez pas et encore une fois, c'est complètement OK, il y a des cas pour lesquels l'examen clinique ou l'anamnèse ne suffit pas. On a vraiment besoin de faire des investigations plus poussées, des radios, des bilans sanguins, des dosages de protéines de l'inflammation, des copros si c'est une angiostrongyllose. Donc c'est complètement OK de se dire: «Non, là, j'ai pas de suspicion j'ai pas de suspicion suffisamment forte d'une maladie, je sais pas trop ce qui se passe». À ce moment-là, faites juste du butorphanol et référez. Parce que parfois de faire des corticoïdes, alors si finalement c'est quelque chose de cardiaque, vous allez être délétère.
Si vous faites du furo, mais finalement c'était par exemple une pneumonie par respiration, que votre animal est un peu en état de choc ou qu'il y avait quelque chose de, rénal en dessous de tout ça, bah, vous allez être délétère. Les antibiotiques, bah, s'ils sont pas nécessaires, ça sert à rien d'en donner. Donc vraiment juste du butorphanol, c'est complètement OK et c'est même mieux que des traitements à l'aveugle qui pourraient, fausser, une prise en charge autre. Donc voilà, voilà. Et ça va être très rapide, c'est juste un petit rappel sur les crises convulsives, parce que vous allez pouvoir intervenir à la maison, sur des animaux en crise convulsive. Normalement, c'est des choses qu'on va aller assez vite parce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc si quand vous arrivez, l'animal est en crise, à votre arrivée à domicile, on n'hésite pas à donner du diazépam, soit par voie intraveineuse si vous pouvez mettre un cathéter rapidement ou par voie intrarectale ou du midazolam que vous pouvez donner par voie intraveineuse, intramusculaire ou intrarectale. Vous pouvez également le donner intranasal, mais il faudrait un petit dispositif, spécial pour le vaporiser, donc utilisez juste la voie intrarectale. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas de faire, nos petits examens complémentaires qui vont nous être utiles dans des cas de crise convulsive. Ça va être principalement notre petit lecteur à glycémie, parce que si votre animal est hypoglycémique, il va avoir besoin d'une petite complémentation avant transfert, ça va l'aider. Si la crise est toujours présente après votre première injection de benzodiazépine, on n'hésite pas à en donner à nouveau. Et vous pouvez commencer à donner votre phénobarbital, généralement une loading dose à 4 à 6 mg/kg par voie intraveineuse ou IM. Si votre animal est déjà sous phénobarbital, la loading dose ne sert à rien. Si vous avez du lévétiracétam dans votre, trousse d'urgence, vous pouvez, un petit peu l'écraser, le mettre avec un tout petit peu d'eau. Là, vous demandez un petit peu d'eau au propriétaire et vous donnez une dose de lévétiracétam par voie intrarectale. C'est complètement OK et c'est bien aussi si votre animal est en crise. Si votre animal crise toujours après tout ça, vous avez donné plusieurs doses de benzodiazépine, vous avez donné votre phénobarbital, la glycémie était un peu basse, mais vous l'avez corrigé, votre animal crise toujours. Soit vous donnez du propofol, mais encore une fois, le propofol à domicile peut faire un petit peu peur. Vous faites vraiment attention, à cause de votre risque d'apnée, vous donnez des petites doses, on évite des gros bolus. Sinon, vous pouvez utiliser la kétamine, qui est aussi notre troisième ligne en cas de crise convulsive, un petit bolus avant transfert. Et si c'est un animal qui a été en cluster, qui a présenté énormément de crises, avant votre arrivée, il a le droit d'avoir de l'œdème secondaire à toutes ces crises importantes et d'avoir une petite hypertension intracrânienne. Donc hésitez pas à donner un petit bolus, encore une fois, de saline hypertonique avant de le référer en clinique. Donc ça, c'est des choses, je voulais juste revoir, ces petites choses avec vous parce que souvent la mesure de la glycémie, la complémentation, et ou la saline hypertonique, ça peut être oublié. Donc c'était juste, un petit rappel par rapport à tout ce que vous savez déjà. Et enfin, quelques petites généralités, je les ai déjà dites au cours, de cette, conférence. Vraiment analgésie, si vous référez les patients et que votre patient est douloureux, préférez vraiment la méthadone. Dans des cas notamment tout ce qui va être fracture et autres, quand vous les référez, vraiment la méthadone, c'est un petit peu mieux que la buprenorphine puisque nous, on va pouvoir prendre le relais, en clinique. Les corticoïdes ne sont pas systématiques. Un animal traumatisé n'a pas nécessairement besoin de ces corticoïdes. Un animal en crise, oui, pourrait avoir besoin de ces corticoïdes, mais c'est pas systématique. Donc juste, voilà, les corticoïdes, juste, c'est pas systématique, on en voit beaucoup, 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 mais on peut essayer de limiter un tout petit peu leur utilisation. Comme je disais, en cas enfin, pour les patients qui auraient besoin d'antibiotiques, évitez le chutapène ou l'enfoprine si vous savez que vous allez référer les petits chats après ou les petits chiens. N'hésitez pas soit à ne pas donner d'antibiotiques du tout, c'est complètement OK, on n'est pas nécessairement à 20 minutes près et on prendra un relais avec des spécialités par voie intraveineuse en clinique ou à donner éventuellement du Clavobé ou Dicinulox par voie sous-cutanée. Et toujours, toujours préparer les propriétaires avant transfert, discuter de la pathologie, de la prise en charge qui va être, probablement mise en place en clinique ou en tout cas, ce à quoi il faut qu'ils s'attendent et également, voilà votre animal va rester hospitalisé, plusieurs jours, il va nécessiter des soins importants, ça peut avoir, un coût, juste qu'il soit préparé pour éviter des déconvenues. Voilà, voilà, ah bah mince, il manque, la diapo de conclusion, mais bon, c'est pas mal, ça la généralité va permettre, de pas mal conclure, donc voilà. Encore une fois, c'est pas tous les cas qui ont besoin d'être, référés, mais c'est important pour vous de les reconnaître, et de les référer quand le patient en a besoin. Hem, j'ai pas parlé donc de toutes les pathologies, hein, mais si vous avez des exemples, s'il y a des cas dont vous voulez parler ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
Perdu ma fenêtre. Agathe, Oui, tu m'entends? Oui, salut oui, Agathe. Je t'ai mis une petite question sur le chat. Je sais pas ouais. si tu as vu. Euh, de le sonder pour lever le problème d'origine pallier. Ben, en fait, oui et non, dans le sens où si ton animal est hypercalémique, oui, ça va être important de le sonder, ça, je suis complètement d'accord. C'est juste que si ton patient, il est hypercalémique et clinique de son hypercalémie, il va pas du tout tolérer une anesthésie, hein. Là, le risque de décès par anesthésie qui est vraiment trop important. Fait que la priorité, c'est de stabiliser ton hypercalémie. Ton sondage, il peut être repoussé de 20 à 30 minutes, mais par contre, donner du gluconate de calcium, donner du glucose, donner enfin, éventuellement, oui, le sonder, mais vraiment pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est la priorité, c'est vraiment de le stabiliser avant de le sonder. Je suis d'accord que de le sonder, ça va beaucoup t'aider et que de lever l'obstruction, ça va permettre de faire, diminuer son potassium parce qu'il va finir par uriner son potassium, mais il faut absolument que tu le stabilises avant. C'est déjà arrivé et ça continuera à arriver malheureusement des décès, per-anesthésiques parce qu'il y a pas eu de stabilisation avant, donc non, pour moi, la première étape, c'est vraiment de stabiliser l'hypercalémie avant le sonder. C'est pour ça que je dis que si à domicile, juste méthadone, midazolam, c'est suffisant pour le sonder. Parfois, ça arrive, hein, les animaux sont tellement en état de choc que vous donnez juste un petit peu de méthadone et vous pouvez passer un cathéter très facilement. Alors faites-le. Mais si vous avez besoin d'anesthésier votre patient et que vous n'êtes pas sûr de son statut cardiovasculaire, ne le faites pas et référez l'animal en clinique où il sera sondé en clinique une fois qu'on se sera assuré de sa stabilité cardiovasculaire. Et Le si Parce jamais problème que étant qu'on a des fois le même problème que pour tout le reste, hein. C'est que des fois, on ne peut pas référer. exact. Oui, oui, non. Alors oui, quand vous pouvez pas Et référer, évidemment. c'est l'air de rien très souvent quand c'est des Oui, oui, SUF. non, c'est sûr. Si vous pouvez pas, non, c'est sûr que si vous pouvez pas référer, bah, à ce moment-là, sondez-le à domicile en prévenant des risques. Mais si vous avez, en tout cas, si vous comptez le référer, que vous pouvez le référer, je recommande à ce moment-là de reporter le sondage en clinique si vous avez un doute sur sa stabilité en anesthésie. Mais oui, Après, évidemment. de toute façon, quand on anesthésie à domicile, ce genre de choses, déjà, c'est anesthésie au propos, qui je Mhm, trouve limite quand même grandement les risques. complètement. Donc, enfin, moi, alors personnellement, au propos, j'ai jamais eu de problème. Mm, mm. Après, bon, est-ce qu'il était bien stable? Tous les cas que j'ai eus devaient être très stables, mais je Non, trouve que le je suis propos, ça complètement aide bien. d'accord. Ouais, complètement, à petite dose. En fait, ce qui est déjà arrivé en clinique, c'est des Anti-trash, quoi. décès. Ouais, en titrage, exactement. Mm. Ce qui est déjà arrivé en clinique, c'est des décès quand ils sont, par exemple, anesthésiés au gaz, ce qui est vraiment pas le premier choix dans ces cas-là, parce que ça Mm. va être beaucoup trop cardiodépresseur. Fait que c'est, je pense, enfin, voilà. Mais oui, bien évidemment, hein, si vous êtes à l'aise, je sais qu'il y a aussi certains vétérinaires qui ont peur du propos à domicile. Mm. Fait que je le comprends, mais je suis comme Julie, ça m'est déjà, enfin, moi personnellement, j'utilisais quand j'ai fait un tout petit peu de, pas longtemps, mais je fais un petit peu de domicile, mais j'utilisais le propos sans souci en titrage avec des petites doses en y allant de 0,5 à 1 mg kilo par 0,5 à 1 mg kilo et j'ai jamais eu de soucis non plus. Mais voilà, oui, bien évidemment, si vous ne pouvez pas référer le patient, évidemment qu'il faut le sonder après votre stabilisation initiale. Mais voilà, bien à ce moment-là, prévenir le propriétaire que ça reste quand même une perte de chance parce que bah, si vous avez une hypercalémie à 10 et on n'a pas d'insuline à domicile, et de toute façon, je recommanderais jamais l'utilisation d'insuline à domicile, bah, ça peut être un petit De peu. toute façon, on n'a pas, donc comme ça, c'est Non, c'est réglé. ça. C'est ça. Non, non, c'est sûr. Et mais si jamais vous faites une cystosynthèse décompressive, moi personnellement, j'utilise des petites bleues. J'ai jamais eu de Ouais. soucis avec ça en y allant Même très des doucement. budgets, hein. Ouais, non, non, oui, un EpiJet ou une petite aiguille bleue, c'est très bien. Et si jamais on réfère pas le cas, oui, on laisse la sonde en place. Mm. Généralement, c'est on laisse la sonde en place. On recommande, par exemple, voilà, on laisse le chat dans la salle de bain. Bien prévenir les propriétaires qu'il va y avoir du pipi partout. C'est pour ça qu'on le laisse dans une petite pièce et que le lendemain, il faut aller chez le vétérinaire. Mais oui, on laisse la sonde en place. c'est que après, généralement, quand ils sont hypercalémiques, ils sont genre carpette, et j'ai remarqué, même avec genre midazolam, méthadone, c'est largement assez Oui, oui, pour les je suis sonder. Et du coup, bah, je me dis, bah, parce que si tu règles l'hypercalémie, bah, tu rajoutes des fluides, tu vois, même avec ton glucose. Donc, je me dis, bah, après, ouais, tu as bien expliqué, mais si on peut faire les deux en même temps, c'est encore mieux, quoi.
en Exactement. soi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Voilà, un peu de gluconate de calcium, un peu de dextrose et oui, je suis d'accord avec toi. Souvent, quand tu as besoin de stabiliser l'hypercalémie, c'est qu'ils sont en état de choc et plus souvent qu'autrement, tu peux très facilement les sonder sans avoir besoin de plus. Donc, à ce moment-là, sonde-le sans aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, encore une fois, tu as certains vétérinaires qui vont avoir peur de sonder un animal instable à domicile, qui vont pas être à l'aise, qui est complètement OK, ou que le vétérinaire traitant a donné comme consigne de ne pas Oui, sonder à ça, il y a ça domicile, aussi. qui est aussi OK. Et où les gens peuvent référer, parce que encore une fois, si le vétérinaire traitant donne des consignes de ne pas sonder à domicile, mais que les gens peuvent pas se déplacer en clinique, je pense que voilà, il faut appeler le régulateur pour trouver une solution alternative. Mais à mon sens, il faut quand même sonder ces animaux-là plutôt que de les laisser décéder de leur blocage de leur obstruction déjà décompensée. Mais voilà, mais c'est vrai que si tu ne sondes pas, si tu peux et sais sonder à domicile et que tu es à l'aise de le faire, c'est absolument parfait. Si tu ne peux pas, ne sais pas, n'est pas à l'aise ou que les consignes ne vont pas dans ce sens, bah, à minima, gluconate de calcium, dextrose. Parce que c'est déjà arrivé, hein, en clinique et pas forcément de Vétodem, hein, il y a d'autres services de vétérinaires à domicile, d'avoir des patients qui arrivent hypercalémiques et qui n'ont pas du tout, du tout, du tout été stabilisés et là, c'est une petite perte de chance. Fait que voilà, c'était simplement pour rappeler que gluconate de calcium, dextrose, c'est quelque chose qui se fait très, très facilement à domicile et qui peut Si on vraiment en a. sauver votre patient. Et si on en a dans les trousses, c'est bien pour une raison. Ouais, exactement. Parce que le gluconate de calcium, Voilà, honnêtement, il voilà. y a pas beaucoup oui, vous pouvez l'utiliser en cas d'éclampsie ou de C'est ça. dystocie, Mais mais c'est autrement, utile, quoi. ouais, voilà, l'utilisation est un petit peu limitée, donc c'est vraiment dans ces cas-là qui va être important. Ouais. Et après, j'avais un cas si, par exemple, bon, il y avait la question financière qui se posait, mais en gros, le chat, il est en début, tu vois, il fait du goutte à goutte. Ouais. Ça a commencé, je sais pas, dans l'après-midi, et la vessie était encore souple, mais il faisait encore du goutte à goutte. Mmh. Et ma question, c'était, est-ce que je le sonde, est-ce que je le Mmh. sonde pas? C'est D'un autre difficile, hein? côté, si je référais en clinique, je lui disais le prix, elle disait qu'en domicile, ça restait quand même moins cher et elle Ouais, pouvait attendre jusqu'au lendemain, il était ouais, genre minuit, tu vois. ouais. Donc je savais pas si, par exemple, les 8 heures qui vont s'écouler, ben, ça va mettre le chat ben, dans une situation Ouais. compliquée. Je savais pas Ouais. s'il fallait que je le fasse ou pas. Là, c'est Finalement, l'histoire de j'ai donné des communication avec le nuances. client, hein. Faut que tu lui donnes aussi toutes les balances bénéfices-risques, en fait. Et après, c'est au choix du client aussi. Moi, j'avoue qu'un chat qui est en goutte à goutte, mais que je sens que la vessie commence à gonfler, Moi, je je les t'avoue que sonde. ouais, moi aussi, je Ouais, les sonde. D'accord? pour moi, Après, c'est un c'est avec début accord du d'obstruction. client. Si le client refuse, tu as des formulaires de consentement et de décharge, tu fais signer une décharge et tu te couvres, hein. Moi, Mm. j'ai comme je suis du même avec Julie. Pour moi, une cystite, un chat en cystite, il a une vessie vide. Oui, À c'est partir ça. du moment où Exactement. la Là, vessie commence à se remplir et que tu sens une vessie à la palpation, quand bien ouais. même elle est encore un petit peu souple et que ton animal fait du mini goutte à goutte, mais que c'est pas suffisant pour vider sa vessie, c'est que pour moi, il est en début d'obstruction urinaire. Exactement Ouais. comme Julie, à ce moment-là, c'est ta discussion avec les propriétaires qui est importante. Personnellement, en début d'obstruction urinaire, j'ai quand même toujours tendance à recommander Oui. je les considère comme des obstrués, donc avec une pose Mmh. de sonde. Mais à chaque fois, voilà, je discute avec les propriétaires et ça m'arrive que les propriétaires disent, bah, je veux laisser une chance au traitement médical. Et à ce moment-là, de minuit à 8 heures, si ton animal fait Ah, encore des gouttes à gouttes, qu'il est très stable et que ta vessie est souple, je suis à l'aise à mettre en place un traitement oui. médical. Voilà, mais en disant aux gens, par contre, à 8 heures, vous allez chez votre vétérinaire, il y a quand même très, très peu de chances, de risque plutôt, que de minuit à 8 heures, il se transforme en bloqué, décompensé. Généralement, pour avoir une hypercalémie, un état de choc, c'est souvent que Mmh. ça prend, c'est comme Ah, ils sont 7 à au-delà de 24 24 heures heures, tu souvent, sais. hein. C'est ça, Ouais. 8 heures, je serais à l'aise si les gens ne veulent pas sonder, ce qui est OK, bah, voilà, on teste le traitement médical, mais par contre, demain matin, à la première heure, vous contrôlez chez votre vétérinaire, puis oui, fais signer une décharge pour te couvrir au cas où les gens n'aillent pas chez leur vétérinaire, qu'on ne te le reproche pas. Mmh. Ouais. Mais Mais tu ouais, sais, tu globalement, c'est lui des mets. chats, vaut mieux le faire rapidement parce que c'est là, justement, tu sondes dans de meilleures conditions. Tu sondes sur un urètre qui n'est pas encore inflammatoire, tu sondes sur un animal qui n'est pas encore en état de choc, où il n'y a pas de modification de la créate, où il n'y a pas de modification de la calémie encore. Donc, vaut mieux sonder dans ces circonstances-là que quand il est en état de choc, quoi. Mm. Ok. Ouais, mais j'avais tout expliqué à la femme, donc elle était consciente Mais ça, c'est des des trucs que tu choses. dois expliquer et noter dans le compte rendu.
OK. D'accord, c'est Et, vraiment, enfin, moi j'insiste là-dessus, protégez-vous sur les comptes rendus, que ce soit en clinique ou à domicile. Quand vous avez des refus d'intervention ou des trucs comme ça, vous le notez dans le compte rendu, noir sur blanc, dans le compte rendu qui est destiné au proprio pour que ce soit noté, qu'ils le voient. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'aller venir poser une plainte s'il y a bien marqué dans le compte rendu que eux-mêmes ont refusé la prise en charge. D'accord. ça, faut pas le mettre dans information confidentielle, parce que moi, des fois, je Tu le le mets dans mets les quand... deux, mais faut que ce soit marqué sur le compte rendu du proprio, parce que le proprio se rappelle à ce moment-là, enfin, se rappelle, ils savent très bien, hein, mais les gens il y a quand même beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi, désolé, mais quand c'est marqué sur leur compte rendu aussi, clairement, ils vont pas venir embêter derrière, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en tort. Moi, c'est quelque chose que j'impose à mes vétérans anglais maintenant de le faire, parce qu'ils sont beaucoup plus procéduriers en Angleterre, et que moi, j'impose que tout refus, même ne serait-ce que d'un traitement ou d'un examen complémentaire, soit marqué dans le compte rendu. Et je peux te dire que le nombre de plaintes, il est bien inférieur. Hein. OK. Et du coup, pour le traitement, du coup, pour attendre le lendemain à 8 heures, on peut aussi mettre genre... je sais pas s'ils sont douloureux à ce point, mais il peut y Souvent, c'est avoir... quand même douloureux. Hein. Moi, alors peut-être que Méthadone, je... Ouais, alors tu fais pour la le coup, là, méthadone, Mida? ouais, pour le coup, Mida, c'est bien parce qu'en plus, ça va faire un peu de relâchement musculaire, donc ça peut un peu les aider à uriner plus facilement dans la nuit. Méthadone ou Bupré, s'ils sont en tout début, je pense que là, la Bupré, pour avoir une couverture toute la nuit, c'est complètement OK, ou Méthadone. Et éventuellement, alors, il n'y a pas vraiment de preuve de son efficacité, mais tu peux Ouais, éventuellement utiliser un petit peu de Spasfon. Voilà, même s'il n'y a pas trop de preuves de son efficacité, tu peux. Quid des INS, moi personnellement, je les utilise jamais dans des cas de cystite, surtout qu'il n'y a aucune étude qui a montré l'intérêt des INS dans des cas de cystite. Fait que moi, je les utilise pas. Si ta créate est permissive, c'est pas aberrant d'en utiliser. Je pense que ça, c'est clinicien indépendant, mais à minima, honnêtement, analgésie et midazolam, c'est absolument parfait. Je pense que tout le reste, Spasfon, Metacam et autres, c'est à la discrétion du clinicien, mais tu pourrais les utiliser. Moi, je suis dans la team qui utilise le Metacam, tu vois. Parce que Ouais, moi, c'est ça. sur la mienne, ça marche tellement bien que juste un coup de Metacam, elle a fini sa cystite. Donc, Mm, mm. bon, voilà. Après, c'est clinicien dépendant. Ouais, Moi, je le exactement. fais. Puis il va y avoir il est déjà Après, sorti en le fonction de la créate, bien consensus sûr. que Calypso avait présenté. Je sais pas s'il est sorti encore Ah, je ou sais pas, s'il est en faut leur attente de demander. En tout cas. Ouais. Mais voilà, en France, le calcium, ça s'appelle du gluconate de calcium. Je sais pas si c'est Terra calcium, je pense Ah pas. ouais. C'est le C'est gluconate de gluconate de calcium, je crois. calcium. Et C'est des petites ampoules en plastique. ouais. Et pour répondre à Julie, pour les origines respi, non. Si tu as une pneumonie, des néoplasies ou autre, ton furo va pas être utile. Honnêtement, en fait, ton furo ne va avoir un intérêt que pour tes œdèmes pulmonaires d'origine cardiogénique. Quand tu as des pneumonies, il n'a pas d'intérêt. Quand tu as des contusions pulmonaires, il n'a pas d'intérêt. Il va vraiment avoir un intérêt uniquement pour tes œdèmes pulmonaires cardiogéniques. Si tu suspectes une pneumonie, c'est tes antibiotiques et ton oxygénothérapie qui vont être nécessaires. Des contusions pulmonaires, c'est juste du temps. Tu peux donner éventuellement de l'hexacil, mais il faut juste laisser du temps, comme quand tu as un hématome sur le bras, il faut que ça se résorbe et c'est tout. Et pour les œdèmes pulmonaires non cardiogéniques, donc par exemple tout ce qui va être œdème pulmonaire post-noyade, électrocution, les petits chiens qui mangent des fils électriques qui se retrouvent en dyspnée après, post-crise convulsive ou autre, c'est encore un peu en débat, mais il n'y a pas de consensus et on a tendance à penser que le furo n'est pas utile et recommandé dans ces cas-là. Donc vraiment furo, maladie cardiaque et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres utilisations recommandées. Oui, Agathe, c'est Julie. Oui. Merci pour ta réponse. C'est juste qu'en fait, ça fait 2 fois en consultation où je suis tombée sur des chiens qui avaient des crépitements. Et donc, les 2, c'était des Yorkshire que j'ai envoyés, que j'ai référés directement parce qu'ils étaient en détresse respi. Et les 2 fois, j'avais l'impression que c'était cardiaque. Et en fait, non, il y en a un, c'était une pneumonie et le deuxième, c'était une tumeur pulmonaire. Okay. Et en fait, j'ai hésité à chaque fois, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est que des fois, les crépitements couvrent le bruit cardiaque aussi. Ouais, je suis d'accord. Toujours un peu c'est vrai. quoi faire. Honnêtement, si à domicile tu penses et que tu n'es pas sûr et que finalement le diagnostic n'est pas ça, si tu fais 1 mg kilo de furo, ça ne me choque pas.
C'est juste que parfois, on voit des 4, 5, 6 mg kilo de furo où là, tu peux vraiment commencer à être délétère pour ta circulation et ta perfusion rénale. Si tu as un doute, surtout que le Yorkshire, on s'entend que c'est une race à risque, hein, ça pourrait très bien être exactement, exactement. C'est pour ça, honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que si votre degré de certitude, c'est complètement OK de se tromper, hein. Alors là-dessus, encore une fois, oui, votre sens clinique est important, mais il n'y a pas, vous avez souvent, parfois, c'est pas pour rien qu'on fait des radios, on les fait pas pour le plaisir, c'est parce que quand on est en clinique, on a besoin de ces examens-là pour affiner et confirmer notre diagnostic. Notre sens clinique ne va pas, on peut pas juste poser un diagnostic de certitude avec un sens clinique. Donc, si vous avez un degré de certitude suffisamment important, que vous le suspectez fortement, oui, ça me dérange pas d'utiliser du furo, même si finalement il s'avère que c'est une pneumonie ou une néoplasie, c'est pas grave tant que c'est une utilisation raisonnée du furo avec des doses qui sont OK, genre 1 à 2 mg kilo. Si c'est pour faire 6 à 8 mg kilo de furo one shot, ça c'est un peu plus embêtant parce que ça peut desservir le patient, mais c'est complètement OK de faire 1 mg kilo de furo. Puis finalement, en clinique, on se dit, ah bah c'était une pneumonie, c'est pas grave, on le met sous antibiotiques, il aura eu 1 mg kilo de furo, c'est pas ça qui va être délétère pour lui. C'est toujours une histoire de balance, un risque-bénéfice. Moi, je pense que le bénéfice est plutôt en faveur de, voilà, oui, tu peux donner un petit peu de furo si tu avais un degré de certitude. Si finalement il s'avère que c'est autre chose, bah, c'est pas grave, c'est pas 1 mg kilo de furo qui va changer la donne. Mais du coup, je me demandais en clinique, comment vous calmez la détresse respi quand il y a des crépitements comme ça sur une pneumonie ou néoplasie? Comment vous calmez la détresse? Généralement, en fait, il va être en détresse respiratoire parce que à cause de l'atteinte pulmonaire, il va il va avoir un défaut de ventilation et Ouais. d'oxygénation. Fait que déjà, en donnant du butorphanol, ça permet de les sédater un petit peu et de les calmer. Et c'est surtout en fait l'oxygénothérapie qui va permettre souvent de les aider et d'améliorer leur patron respiratoire. Et à ce moment-là, en clinique, on peut être un petit peu plus efficace avec notre oxygénothérapie, nos petites lunettes, nos petites canules au besoin. Et une fois qu'en fait, tu apportes un air enrichi en oxygène, il a beaucoup moins besoin de tirer et d'avoir cette dyspnée importante. Et on commence les antibiotiques. Mais après, ça se soigne pas toujours. C'était quand il y a à peine une semaine, il y a peut-être 2 semaines, ouais, j'ai perdu un bouvier bernois avec une pneumonie par respiration parce qu'elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère. Et malheureusement, on ne peut pas tous les sauver, quand bien même on fait notre maximum pour eux. Mais souvent, c'est juste butorphanol, antibiotiques et de l'oxygénothérapie adaptée, ce qui va les apaiser parce qu'ils vont avoir beaucoup moins besoin de forcer pour pouvoir ventiler et Ouais. oxygéner correctement. Mais du coup, les crépitements qu'on entend, c'est pas forcément du liquide. Même si c'est pas cardiaque, le crépitement qu'on En entend, fait, les crépitements, souvent, et c'est comme les lignes B à l'écho, par exemple, ça veut dire que tu as une interface air liquide au sein de ton alvéole pulmonaire. Donc, ça veut dire que tu as du liquide au sein de ton alvéole pulmonaire. Sauf que le liquide, ça peut être soit un liquide d'œdème, dans des cas de conditions d'œdème cardiogénique, mais ça peut être un liquide inflammatoire, dans des cas de pneumonie, néoplasique, ouais. ça peut être du sang, dans des cas de contusion pulmonaire. Fait que tes crépitements, ça ne veut pas nécessairement dire origine cardiaque. Ça veut dire que, entre guillemets, tu as un poumon humide. Mais ton poumon humide, en fonction de ton anamnèse, il peut avoir plusieurs origines, avec en effet soit un poumon humide, entre guillemets, de maladie cardiaque, d'œdème non cardiogénique, de pneumonie, de néoplasie ou de contusion. OK. Oui, donc du coup, dans ce cas de figure-là, admettons pour la pneumonie, le crépitement, en fait, se résorbe une fois que l'animal se calme un petit peu et il tire moins fort, quoi? Non, il va pas se résorber parce que il va se résorber une fois que ta pneumonie sera guérie. Parce qu'en fait, ton OK. crépitement, il est témoin de la présence de liquide dans tes alvéoles, dans ton parenchyme pulmonaire. Donc en fait, il va être présent tant que ta pneumonie sera présente. Mais par contre, la dyspnée de ton patient, tu vas pouvoir la calmer avec du butorphanol, avec une oxygénothérapie, en aidant à le rendre confortable. Mais tes crépitements vont être présents tant que de toute façon, tu auras du liquide dans tes alvéoles pulmonaires. OK. Je pensais que c'est le fait qu'ils tiraient, qu'ils étaient en détresse, ça faisait, un peu une inflammation et ça ramenait un peu de liquide dans le Ça sang. peut surajouter, hein, et ça peut aggraver une condition préexistante, hein. OK, d'accord. Super, merci. De rien. Moi, j'avais un autre cas à présenter qui était vraiment merdique, si je peux dire. C'était un Yorkshire qui, justement, il avait une toux klaxonnante. Il avait tendance à faire des collapsus trachéales, mais en plus, il était cardiaque. Donc, le combo gagnant. Et la langue était légèrement cyanosée.
Et du coup, ma question, c'était, je l'ai référé en clinique, hein, parce que, en fait, dès qu'il bougeait pas, dès que je l'ai mis sous O2, on voyait que vraiment, ça lui faisait beaucoup de bien. Mais j'entendais quelque chose au niveau pulmonaire, mais je savais pas, en gros, c'est sa détresse, si elle était due au problème cardiaque ou si elle était due à son collapsus. Mhm. Du coup, on l'a emmené en clinique. Enfin, je l'ai emmené en clinique, mais c'était juste pour la gestion en clinique. Et bon, ils ont quand même fait des radios alors qu'il était middle. Enfin, je sais pas si j'aurais fait les radios vu son état, parce qu'il était légèrement, la langue était commencée, Ouais. enfin, ouais, c'était s'amuser. Et mais en fait, c'est son collapsus tracheal, il y avait vraiment plus rien qui passait. Et en fait, le propriétaire, c'était pas vraiment le propriétaire. En gros, il fallait le garder en vie jusqu'au lendemain parce que la propriétaire est en vacances. Enfin, Mhm. est-ce que tu l'aurais intubé avec du propofol ou de l'alfaxin, sachant que ça pouvait faire des apnées? Ouais. Et en fait, on peut le tuer quand même. Donc, je me Ouais. demandais comment tu aurais géré ça si les consignes du propriétaire, c'était non, il faut le maintenir jusqu'au lendemain matin. Ouais, c'est un peu ces cas-là, c'est toujours un peu compliqué. Mais oui, des détresses en fait, les détresses respiratoires sévères dues à un collapse de trachée, ça m'est déjà arrivé de devoir en intuber. Et à ce moment-là, généralement, on les laisse intuber quelques heures, le temps que les propriétaires pardon, puissent prendre une décision, parce que finalement, médicalement, tu n'as plus d'autres options. Là, tu es au point où il faut que tu ailles poser un stent si tu veux laisser une chance à l'animal. La question, c'est de savoir si tu l'intubes en clinique et que tu peux pas poser de stent là où tu l'as intubé, comment tu le transfères ensuite en CHV pour poser un stent si les gens veulent. Enfin, c'est toujours un peu compliqué ces cas-là. Je t'avoue que si la propriétaire voulait, oui, vraiment voir l'animal et que l'animal était en train de décéder ou de faire un arrêt respiratoire à cause de son collapse, j'aurais probablement intubé. Mais c'est pas anodin de garder intubé sur la nuit, c'est sûr. Peut-être que dans ces cas-là, si c'est une question de vie ou de mort, malgré la maladie cardiaque, j'aurais probablement mis un petit peu de cortico pour essayer de faire diminuer l'inflammation, parce que le problème de ces chiens avec un collapse, c'est que plus ils tirent, plus ça inflamme, plus ils inflamment, plus ça obstrue, plus ils tirent, et finalement c'est un cercle vicieux. Fait que pour une question de vie ou de mort, malgré la maladie cardiaque, j'aurais utilisé des corticos sans aucun souci dans ce cas-là. Et au besoin, oui, j'aurais probablement intubé pour que la dame puisse prendre une décision, mais c'est jamais anodin quand tu fais ça. Et c'est pareil, de laisser un animal intubé plusieurs heures, bah faut que tu aies quelqu'un qui puisse éventuellement le ventiler. Enfin, c'est pas anodin, donc c'est difficile. Mais si tu n'arrives pas à joindre la propriétaire, je pense que le temps que la propriétaire vienne, si ça avait été une demande particulière, je l'aurais fait, mais Mais c'est ma difficile. question, c'était plutôt, tu anesthésies au propofol. Tu mets le Ouais. propofol, même s'il y a un risque d'apnée, parce qu'il n'y a Oui, pas complètement. trop de Ah oui, oui, choix, en fait. oui, non, tu mets ton propos, t'intubes, et une fois qu'il est intubé, tu mets une CRI de propos. De toute façon, même s'il y a une apnée, ton animal est intubé, tu peux le ballonner. Donc, ah non, non, là, j'utilise du propos sans aucun souci. De toute façon, je vois pas comment tu pourrais l'intuber sans propos autrement. Enfin, alfaxan ou propos, tu vois. Donc, oui, oui, non, du propos sans aucun souci. De toute façon, je pense qu'il a fini euthanasié, qu'elle a insisté, la clinicienne, parce que c'était pas gérable. Je Mais pense que c'était c'est super. raisonnable dans ces cas-là. Et après, dernière question, c'est ça, je sais pas si c'est plus de la communication ou comment agir à domicile. En gros, quand on arrive sur des urgences en mode, il y a une détresse respiratoire, on voit bien que l'animal il a besoin d'O2 automatiquement, Ouais. etc. Donc moi, innocemment, j'ai fait pour moi les soins d'urgence, c'est pas les plus coûteux, quoi. Mettre sous oxygène, donner du Butor. Et après, quand j'ai dû faire, parce que je fais des devis quand c'est des choses onéreuses, bien sûr, c'est la première chose que je présente quand je vois que l'animal, il n'est pas en détresse. Mais quand l'animal il est en détresse, moi, je pense à l'animal et à faire les choses. Parce que pour moi, je me dis, le proprio, il nous appelle, c'est qu'il veut sauver son animal. Mhm. En fait, je me suis retrouvée à mettre de l'O2 et donner du Butor. Et finalement, à la fin, j'ai eu une réflexion comme quoi c'était cher et que voilà, et Mais, que j'ai pas demandé son avis. Et moi, ouais. je suis là, mais en fait, tu veux que je sauve ton animal et après tu me fais une Mhm. Non, réflexion je alors que comprends. ta facture, elle est vraiment. Et là, Ouais, je mais là, sais tu as pas quoi faire. supposé que là, t'as Je supposé comprends. qu'ils voulaient que tu sauves l'animal. Ils peuvent aussi appeler parce qu'ils ont besoin d'avoir un avis sur l'état de leur animal et vouloir une euthanasie. Tu Ouais, peux pas Mais exactement. Moi, je là, supposer pense pour les gens, en que fait. euthanasie, mais moi, en tant que vétérinaire, c'est dur pour moi de voir l'animal souffrir et de ouais, me non, dire, je attends, comprends, mais on Ça, je va suis se poser à d'accord. la table, C'est ce que je dis, on mais va se il poser à faut. la table et on va discuter argent ou qu'est-ce que tu en penses alors que son chat, il est en dyspnée, quoi. Donc, moi, Non, c'est c'est généralement, sûr vraiment. quand que je tu dois faire fais, butor et oxygène, mais après, il faut que quand même que je prenne le temps de discuter.
Moi, ce que je Mm. faisais et ce que je fais encore, Mon devoir de moyen, quoi, en mettant sous O2 et en butor, pour moi, c'était mon rôle de le faire avant de Oui, discuter de l'argent, surtout qu'elle voulait pas l'euthanasier. Donc, voilà, ça, c'était je un suis peu. d'accord. Mais après, il faut vraiment prendre le temps, par contre. mais Oui, ce que oui, j'ai fait. Bon, c'est mauvaise foi. c'est Entre déjà parenthèses. arrivé. Ce que je fais généralement en clinique, pareil, quand j'ai des animaux qui arrivent vraiment instables, où bah, t'as pas le choix, il faut que tu mettes un cathé, que tu bolus, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Généralement, dans ma tête, j'ai une vague idée du coût d'une stabilisation. Alors, par exemple, Oxygène Butor à domicile, je sais pas si c'est 60-70 euros. Moi, j'ai le coût d'une stabilisation, par exemple, en clinique avec voilà, fluide, cathé et compagnie. Et généralement, quand je vois l'animal, ce que je fais, et je suis d'accord avec toi, c'est toujours délicat dans ces cas-là de parler d'argent parce que ta mission première, c'est de stabiliser le patient. Je dis, là, votre animal, il a vraiment, vraiment besoin d'une stabilisation parce que son état est critique. Le fait de mettre en place la stabilisation, ça va engendrer des frais d'une 60aine d'euros. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on le fasse? C'est ultra rapide, mais au moins, tu l'as annoncé, tu as le OK de la dame et pendant ce temps-là, tu es déjà en train de préparer ton butor sans nécessairement devoir faire un devis précis sur ton téléphone. Juste avoir une vague idée. Moi, c'est ce que je fais en clinique en disant, là, votre patient, enfin, votre animal, il a vraiment, vraiment besoin qu'on stabilise parce que son état est critique. Voilà, je suis désolée de parler de coût tout de suite, mais ça va engendrer quand même des frais de 80 à 100 euros. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, 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 allez-y, faites-le. Et au moins, les gens sont au courant. Ou sinon, non, bah, vous savez, de toute façon, je venais pour une fin de vie, donc je pense que, enfin, voilà, je veux qu'on abrège ses souffrances. Et à ce moment-là, bah, KTETA. Et sans, voilà, c'est pas au centime près. Et juste, au moins, tu l'as mentionné. Parce que j'étais comme toi avant, mais j'ai aussi eu plusieurs déconvenus. Fait que maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à mettre cette phrase-là pour et avoir un accord oral. Alors encore une fois, là, c'est pas un accord écrit, je suis pas signée de papier, mais j'essaye de quand même faire confiance aux gens que s'ils me donnent leur accord oral, ils vont pas retourner leur veste après coup. Au moins, ça te permet un petit peu de couvrir ces déconvenus-là. C'était la première fois que ça m'arrive, mais ok, je vais faire ça. Alors, rapidement, Ouais. je vais essayer. En fait, Exactement, voilà. c'est même ce qu'il faut faire dans tous les cas, en fait. C'est avant de commencer les moindres examens complémentaires ou soins, il faut présenter un devis, même comment dire, comme dit Agathe. Oh, enfin, désolée, je suis à Londres, je suis à moitié en anglais. Bref. Ah putain, je trouve pas mon mot. Désolée. Cherche-toi comme mot. Ben, dis-le en anglais, c'est pas grave. Rough idea of, une Une vague idée, idée. une vague idée, voilà. Oh, putain. Oh la vache. Un devis un peu vague, même un devis un peu vague de ce que vous allez faire, quoi. Normalement, vous Ouais, c'est connaissez ça. à peu près les tarifs, les prix d'une injection, d'une scarification, d'une pose de cathé, d'une créate, quoi. Donc, il faut leur présenter à peu près combien ça leur coûtera, quoi. Ouais. C'est vraiment, Et ça, c'est pour tous les cas, hein. la petite phrase, votre Ouais, animal, ouais. votre animal là est vraiment dans un état critique. Il faut vraiment que, voilà, on va juste le stabiliser et ensuite on prendra le temps de discuter ensemble. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous? Ça représente une 60aine d'euros ou 60, je sais pas, je sais pas à domicile combien ça coûte C'est au ça. débutant, mais et au moins tu te couvres un petit peu. Et voilà. Et en clinique, si tu travailles en clinique, c'est pareil. À chaque fois, c'est là où je travaillais avant, quand on avait un patient instable, à l'avant, enfin, les techniciennes demandaient toujours est-ce que vous acceptez les frais de stabilisation? Et nous, ça nous permettait tout de suite de pouvoir pas avoir besoin de réfléchir ou de dialoguer avec les propriétaires sur l'aspect financier, mais oui, en effet, se concentrer sur l'animal, mais il faut qu'ils te donnent leur accord. Tu peux pas faire 200 euros de soins si finalement ils étaient pas. Puis même pour eux, si finalement ils venaient pour une euthanasie et que toi tu mets tout de suite en place, tu sens l'artillerie lourde, voilà, ils étaient pas prêts à ça. Je pense que c'est important de le communiquer avec eux. Mhm. Ok, merci. Bon, si vous avez des questions dans le futur, n'hésitez pas. C'était pour moi ma toute dernière. Bah, peut-être. En tout cas, c'était ma dernière conf avec vous avant que je m'envole pour de nouvelles aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai toujours disponible. Mon WhatsApp ou ma boîte mail sont toujours allumés et vous retrouvez cette conférence de toute façon en replay. Et je vous souhaite à tous beaucoup enfin, une bonne continuation et beaucoup de satisfaction dans vos projets futurs et dans votre travail et plein de belles choses. Voilà, voilà. Eh ben, surtout, bonne continuation à toi. Merci Oui, pour toutes merci. ces conférences qui étaient vraiment, vraiment hyper instructives et toujours les bienvenues. Bon, on retravaillera peut-être ensemble, hein, c'est Mais pas, oui. c'est pas exclu du tout. Ça Je pense pas que m'étonnerait nos pas qu'on routes retravaille vont ensemble vraiment être d'ailleurs. De toute façon, on séparées. reste dans le monde de l'urgence, donc Ouais, à un c'est moment ça. donné, on va forcément se recroiser.
Donc, bonne continuation à toi, Agathe, et encore merci pour tout. Bon après-midi tout le monde. Salut tout le monde, bon après-midi. Bye.